Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Monaco Info. Voici les titres que nous développerons ce samedi 6 décembre. À l'approche des fêtes, Monaco scintille un peu plus que d'ordinaire. Le village de Noël a été inauguré par la famille princière et par la même occasion, la patinoire tant attendue des amateurs de glisse a fait son grand retour. Reportage dans un instant. Le Téléthon Monaco 2025 a été lancé, organisé par Monaco Maladies Génétiques. De nombreuses animations vous attendent tout au long du week-end à l'espace Léo Ferré. Nous vous les présenterons. Notre invitée du jour sera Bérit Legrand, la présidente et fondatrice de The Animal Fund, reviendra sur les objectifs de l'association qui fête ses 10 ans d'existence. Et puis, si vous manquez d'idées de cadeaux à placer sous le sapin, restez bien avec nous. Nous vous présenterons les lots les plus emblématiques présentés actuellement à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Les festivités de fin d'année sont officiellement lancées. Après avoir déclenché les illuminations place d'Armes, puis place du Casino, la famille princière a inauguré le village de Noël hier soir sur le port Hercule. La mairie invite cette saison petits et grands à se plonger dans un décor inspiré de l'univers tendre des nounours. Émilie Flamin et Camille Caloni l'ont visité pour nous. Les odeurs de fromage fondu et de vin chaud sont de retour à Monaco. Et à côté d'eux, les oursons en peluche se sont installés pour le thème de cette année. Cette année, c'est particulier, c'est le pays des nounours. On a tous eu un ourson en peluche dans notre vie. 24 chalets commerçants, 24 chalets gourmands et 8 attractions pour le grand bonheur de la population. On est début décembre, donc les gens vont commencer à faire leurs cadeaux et puis ils vont pouvoir se réunir en famille. Mais bien avant le 25 décembre, se réunir en famille. Et puis c'est quand même un endroit magique à Monaco, c'est un endroit protégé. Et pour les équipes de la mairie, c'est un an de travail avec comme challenge garder la tradition du village de Noël tout en se renouvelant. Trop modifier notre village pourrait déplaire à nos visiteurs qui, on a remarqué, reviennent quand même d'une année à l'autre. Donc on essaye de garder certaines, par exemple l'attraction comme le carrousel, on sait qu'il plaît beaucoup. Et après on essaye de renouveler par petites touches. Après le côté commerçant, justement chalet de bouche permet ce renouveau, plus le thème. Parce que là vraiment les décors sont complètement différents car faits pour l'occasion. Chaque année ils sont vraiment fait pour le village de Noël de Monaco. Si les fish and chips, la poutine ou encore les chamallows grillés font leur arrivée sur le marché de Noël, cette année marque surtout le retour de la patinoire après 4 ans d'arrêt. C'est un lieu de se retrouver, de convivialité. On vient en famille, on vient surtout quand on est jeune et quand on est en forme pour pouvoir patiner. Mais surtout c'est pour nous vraiment un lieu où on fête la période de Noël tous ensemble. L'année dernière, le village de Noël a accueilli plus de 639 000 visiteurs. Et durant toute la période des fêtes, vous pouvez également profiter de parades, de concerts, de spectacles familiaux et d'ateliers créatifs pour les enfants. Le programme complet est à retrouver sur le site de la mairie. Comme tous les ans, Monaco se mobilise contre les maladies rares à l'occasion du Téléthon. Aujourd'hui et jusqu'à demain, l'espace Léo Ferré propose au public de nombreuses animations, ateliers, braderies, concerts. Les détails avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Monaco Maladies Génétiques et ses bénévoles travaillent main dans la main toute la journée pour proposer des défis sportifs, des ateliers pédagogiques et des stands d'information qui permettent aux visiteurs de découvrir les avancées scientifiques et bien sûr récolter des fonds pour les enfants atteints de maladies neuromusculaires. Il y a toujours des nouveautés parce que vous savez, la famille du Téléthon, c'est une grande famille qui s'agrandit. Chacun amène son fils, sa soeur, sa copine, son ami. Donc on a chaque année des nouvelles animations, de nouveaux concerts. Notamment cette année, on a en plus la portraitiste, on a de nouveaux chanteurs qui se produisent. Et cette année, on avance parce que vous voyez bien qu'au niveau du Téléthon, la recherche avance au niveau des victoires. Il y a des enfants qui sont guéris. Et grande nouvelle cette année à Monaco, le test des PISMA qui permet de mettre en évidence la myotrophie spinale dès la naissance a été mis en place à Monaco et dans toute la France. Un mois après sa mise en place, 100 enfants ont été dépistés malades atteints de myotrophie spinale en France, dont un dans les Alpes-Maritimes. Les enfants peuvent être traités dès la naissance et la maladie n'a pas le temps de se déclarer. Sinon, ce sont des enfants qui seraient gravement handicapés ou décédés très très jeunes.
Donc grand avantage des PISMA, tests obligatoires à la naissance en France et à Monaco cette année. Le Téléthon se poursuit jusqu'à demain soir avec un programme dense et toujours le même objectif, faire progresser la recherche et porter un message d'espoir. Pour rappel, l'édition 2024 avait permis de recueillir plus de 73 000 € rien qu'à Monaco. Pour faire un don, ça se passe sur le site afm-téléthon.fr. Une nouvelle page s'est écrite aujourd'hui. Le premier festival littéraire international franco-monégasque a réuni, le temps d'une journée au Club Bouliste de Fontvieille, une cinquantaine d'auteurs francophones. Ils ont offert au public des moments d'échange, de découverte et de partage autour du livre. Émilie Flamin et Lionel Bernardi. BD, romans historiques, biographies ou encore littérature jeunesse, plus de 50 auteurs pour une journée de rencontre. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Rencontrer des lecteurs, avoir des ressentis, avoir des avis, des suggestions, savoir ce qu'on a pu apporter aux gens. Et j'avoue qu'en tant qu'auteur et en tant qu'humaine, les gens m'apportent. Et donc c'est toujours très agréable d'avoir ce genre de rencontres dans des endroits où on n'est pas forcément toujours présent. Ça permet de parler de mon œuvre. Et puis ça permet de à la fois fabriquer des vocations de lecteurs et je crois qu'on a vraiment besoin de lire actuellement. Un festival ouvert à tous avec des auteurs de renommée, mais également de plus petits écrivains. Parmi les auteurs qu'on a ici, il y en a pas mal qui sont auto-édités, c'est-à-dire qui s'éditent eux-mêmes. Et la plupart du temps, on les refuse dans certains salons parce qu'ils ne sont pas édités par des éditeurs. Et je trouve ça vraiment pas juste. Un moment précieux pour la vente, mais aussi pour partager entre auteurs. On peut échanger avec d'autres auteurs, comme je disais, c'est très enrichissant, qu'ils soient édités par de grands éditeurs ou sur le même mode que moi, en auto-édition. Une première édition qui a eu du succès et qui promet de perdurer dans les années à venir. Un mot de football, vainqueur du PSG le week-end dernier, l'AS Monaco FC a rechuté 1-0 à Brest hier en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Pourtant en supériorité numérique les 30 dernières minutes, les hommes de Sébastien Pocognoli ne sont pas parvenus à égaliser malgré l'entrée de Paul Pogba et les nombreuses occasions de fin de rencontre. Les Rouges et Blancs tenteront de retrouver le succès dès mardi avec la réception de Galatasaray en Ligue des Champions. Elle souffle sa 10e bougie. L'association The Animal Fund fête son anniversaire au cours d'une soirée de gala au Yacht Club de Monaco. La fondatrice et présidente de l'organisation de conservation marine est avec nous. Bonsoir Bérit Legrand. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview à l'occasion des 10 ans de The Animal Fund que vous avez créé en 2015. Après avoir fait carrière dans le milieu de la finance, quel était votre but à ce moment-là ? Mon but, c'est vraiment réveiller un peu les gens pour comprendre que l'océan est vraiment, vraiment important et les vies marines, évidemment, il faut les protéger les plus qu'on peut. Et d'où vous vient cette passion pour la mer? De votre enfance, je crois. Oui, j'ai toujours voulu défendre les animaux qui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas se défendre soi-même. Et j'ai commencé à défendre les baleines parce que les baleines jouent tellement un grand rôle dans l'écosystème et c'est pour ça que j'ai commencé par eux. Et sur quoi est-ce que vous focalisez vos actions? Sur les dauphins et les baleines, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail? Oui, nos actions, c'est surtout avec les enfants. On a beaucoup dans les écoles. On travaille avec 70 écoles et 19 universités. Et notre but, c'est vraiment éduquer les enfants et les faire connaître tout par l'écosystème, quelle importance les océans chauds et les vies marines, comment on peut aider et comment vraiment chacun peut aider, quoi. Parce que beaucoup de monde pense que oui, mais d'accord, on peut rien faire, on n'a que soi-même et qu'est-ce qu'on peut jouer, quel rôle on peut jouer. Et nous, on est là pour dire que même si on est petit, on peut toujours aider. Tout le monde peut aider, chaque petit geste aide. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle? Alors, est-ce que vous avez des actions simples à nous proposer? Comme adulte comme ça, on peut commencer par soi-même de changer un peu nos habitudes. Ça veut dire, dès qu'on se réveille le matin, commencer de consommer moins l'eau, commencer de changer notre brosse à dents, commencer de changer toutes les bouteilles de plastique qu'on a pour le shampoo et des machins trucs. Et on peut commencer de
Aussi avec l'alimentation, de ne pas gaspiller autant. Quand on fait des shopping, on n'a pas des sacs plastiques, même si c'est des shopping dans le magasin en général. Et porter des gourdes, toujours porter des gourdes. Et les gourdes, ce n'est pas que quand on va dans les salles de gym, c'est pour toujours avoir avec soi. Alors, comme chaque personne, on peut faire une différence aujourd'hui, tout de suite, quoi. Et vous endossez aussi le rôle de guide touristique et monitrice lors d'excursions d'observation des baleines. Quels souvenirs vous gardez Est-ce que vous pouvez nous partager un souvenir marquant justement d'une de ces expéditions? Alors il y en a beaucoup parce que alors les baleines c'est vraiment chapitre à part là. Ils sont tellement incroyables, l'amour qu'ils nous montrent et toutes les diversités qu'on a sur la mer et tous les rôles ils jouent, ça on sait, mais aussi entre eux, comme leur comportement, l'amour, leur patience, leur respect pour l'un l'autre, c'est incroyable. Alors pour moi, le plus important, c'était d'observer qu'ils sont là malgré que nous on essaie tous pour les tuer avec tout notre gaspillage et toute notre pollution qu'il y a sur mer ou sur pêche, on essaie tous vraiment de les tuer. Hein. Ils sont là pour nous aider. Et là, je pense que c'est incroyable qu'ils jouent toujours. Ils sont là pour nous comme il n'y a rien passé. Ils nous donnent l'amour comme on n'a rien fait contre eux. Et ça, je pense que les humains, on peut vraiment beaucoup apprendre sur ça. Quels sont les prochains grands projets pour les 10 années à venir? Mais on va continuer avec ce qu'on fait, travailler dans les écoles et avec l'université et faire tous nos événements et nos conférences partout dans le monde. Et pour nous, on est dans 5 pays et on va continuer de grandir dans d'autres pays et surtout les pays qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens pour avoir des éducations, pour avoir des informations, ce qu'ils doivent faire. Et nous, on veut bien être là pour eux, pour vraiment les aider et pour le guider, parce que c'est pas toujours leur faute, hein, parce que eux ils sont éduqués comme ils sont éduqués et on dit souvent que ok, tous les déchets viennent des pays pauvres et tout ça, mais ils peuvent rien là s'ils n'ont jamais été éduqués, hein, il faut les aider et ça c'est notre rôle. Question de sensibilisation. Merci beaucoup Berit Legrand d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci beaucoup d'avoir le temps. Pour approfondir, sachez qu'un podcast Monaco Info de Berit Legrand est disponible sur les plateformes d'écoute en version anglaise. Retour dans l'ambiance de Noël. Unique et décoré par de grandes maisons, les sapins d'Action Innocence seront bientôt peut-être chez vous. La vente aux enchères annuelle de l'association aura lieu lundi 15 décembre à 18h à l'hôtel de Paris. L'objectif est de collecter des fonds pour continuer à protéger les enfants des dangers d'Internet. Écoutons les membres de l'ONG au micro de Crescinda Petit-Homel. Cette année, le thème c'est Noël à la montagne. C'est la 21e édition et donc on a nos donateurs traditionnels, par exemple l'Hôtel de Paris, le Monte Carlo Bay, Cartier, Buccellati, Sabrina, enfin bon, j'en oublie. Et on a des nouveaux, on a par exemple le Palais Princier qui nous offre un sapin cette année, c'est une première. Notre objectif est toujours au-dessus de 100 000 parce que c'est cette somme qui nous permet de faire nos préventions dans les écoles à Monaco. On ne va pas mettre la barre trop haute, mais si on peut dépasser les 100 000, on serait ravis. L'année écoulée, nous avons fait 439 préventions à Monaco et en France, dans toutes les écoles. Là, on a recommencé à Monaco et un petit peu en France. On a déjà fait 152 classes. Ça se passe plutôt bien. On a quand même une alerte à faire sur Roblox. Il y a énormément d'enfants et très jeunes qui vont sur cette plateforme de jeu et c'est vraiment un vrai souci parce qu'on assiste à des tentatives de radicalisation et à énormément de violence.
En vérité, Roblox est une plateforme qui au départ était plutôt sympathique. On pouvait créer des univers et jouer. Et il s'avère que maintenant, c'est une plateforme où tous les prédateurs, les contenus violents, tout ça se retrouve sur cette plateforme. Et ils utilisent tout ça pour, je dirais, rencontrer les enfants, les appâter et surtout les faire entrer dans un système de violence qui devient leur norme et qui devient leur mode de fonctionnement. Sachant que cette plateforme n'a pas de modération. Pour la bonne cause toujours, les enfants de Franquy ont organisé ce samedi la 21e édition de la journée monégasque des Nez Rouges. Si vous êtes passé par le centre commercial de Fontvieille, vous avez sans doute croisé les bénévoles. Ils ont proposé à la vente la fameuse mascotte de l'association afin de soutenir les enfants malades en situation de handicap ou vulnérables de Monaco ou de la Côte d'Azur. À 2 pas de là, on a fouillé et farfouillé sous le chapiteau de Fontvieille. La 55e kermesse œcuménique a vu défiler de nombreux visiteurs venus chercher leur bonheur. Parmi les vêtements, les chaussures et autres objets à la vente, les bénéfices permettront de financer les bonnes œuvres des paroisses de la Principauté. Toujours en bref, les communautés monégasques et italiennes se sont retrouvées hier pour le concert de Noël organisé par le Comites, présidé par Enzo Greggio. À l'espace Léo Ferré, cette soirée était consacrée au répertoire de l'artiste aux multiples facettes, Domenico Modugno. En panne d'idées pour remplir votre liste au Père Noël, pourquoi ne pas faire un tour à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo? Situé sur le port Hercule, la maison de vente aux enchères propose des pièces exceptionnelles cet hiver à se procurer dès la semaine prochaine. Alexandra Pagny et Camille Caloni nous dévoilent quelques lots dans ce reportage. Regardez. Premier rendez-vous de ces ventes d'hiver, une impressionnante collection de montres, 178 lots précisément, seront proposés à la vente ce mardi 9 décembre à 15h à l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Des montres de collection, anciennes et modernes, et quelques articles un petit peu atypiques comme des écrins rotatifs, un héritoire, quelques pendules, dont une Jaeger-LeCoultre Atmos. Voilà. Mais principalement des montres de poignet qui seront, je pense, régaler tous les amateurs de belles mécaniques. Iconique et rare, notamment avec une Rolex Daytona Paul Newman, qui est de 1975, qui est toujours restée dans la même famille. Et on a un très bel historique sur cette pièce-là, et on est très content de la présenter, parce que c'est rare aujourd'hui de trouver des pièces comme ça, comme vous l'avez dit, iconiques, mais surtout avec du suivi et un historique vérifiable. Elle est estimée entre 280 000 et 350 000 euros. Mais rassurez-vous, il y en a pour des budgets plus modestes car les premiers prix démarrent aux alentours de 1 000 euros. Il en est de même pour la vente de bijoux qui se déroulera le mercredi 10 décembre avec près de 430 lots où l'on pourra retrouver des pièces rares et originales. Vous avez ici un bracelet art déco de la maison La Cloche qui était une maison très très célèbre dans les années 20-30, qui a continué jusqu'aux années 50, mais qui n'existe plus, et qui était vraiment le top de l'élégance à l'époque. Voilà. Ensuite, là, une pièce particulière qui mérite beaucoup d'attention. Oui. Alors ça, c'est un objet formidable. C'est une minaudière, vous voyez, c'est un petit sac du soir, avec à l'intérieur... Là, pour la poudre, pour les cigarettes, pour le rouge à lèvres. Ici, vous avez les miroirs. Et de l'autre côté, vous avez tout un décor d'oiseaux et de fleurs. Et vous avez 2 oiseaux en cage. Et en fait, ça symbolise, c'était les bijoux qu'on faisait pendant la guerre, et ça symbolise le besoin de liberté. Donc on attend avec impatience que la guerre se termine pour pouvoir ouvrir les cages. Celle-ci, on la reconnaît, c'est voilà, la couverture de votre catalogue. Oui, exactement, c'est la couverture. Donc c'est ce que je vous disais, c'est une pierre exceptionnelle, on en a très souvent. Et celle-là, franchement, ça fait 30 ans que je fais le métier, j'ai jamais vu un saphir, il est birman, non chauffé, et rose vif. Ça, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment une pièce de collection et il fait 10 carats 45, donc c'est une pièce importante. Et surprise de dernière minute, plusieurs pièces de la maison Cartier ont été tardivement déposées à la maison des ventes et ne se trouvent pas sur le catalogue, proposé à des prix très intéressants. Pour les pierres, elles sont certifiées. Donc, quand vous venez ici, vous savez ce que vous achetez. Vous avez un certificat qui garantit la qualité, l'origine de la pierre. Ça, c'est très important.
Un gage de confiance et de qualité pour les pièces que l'on trouve ici. Ces ventes de prestige se prolongent les 11 et 12 décembre avec une vente archéologie et une vente de maroquinerie de luxe. L'ensemble des lots est visible dans les 2 espaces situés sur le port Hercule jusqu'au matin de la vente. Allez-y y faire un tour, les pièces en valent le détour. Et l'Hôtel des Ventes accueille durant ce week-end d'exposition publique le prestigieux Studio Harcourt, connu pour ses emblématiques portraits en noir et blanc. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire tirer le portrait et vivre cette expérience unique ici à Monaco. Pauline Jonkman nous explique le principe. Nous sommes venus avec effectivement tout un plateau photo. Nous sommes avec le photographe, la maquilleuse, le magicien de la lumière, l'assistant qui met en lumière les personnes. C'est des lumières de cinéma, donc le maquillage est extrêmement important dans la préparation. Nous demandons aux clients de venir avec plusieurs tenues. Ils se changent pendant l'événement, pendant le shooting. Et ensuite, le photographe montre les planches contact pour choisir le portrait qui partira à la retouche et sera livré, signé, numéroté environ un mois après. Donc effectivement dans le format de Cate Blanchett. Il faut vraiment prendre son temps. Si on n'a pas le temps, on ne vient pas au Studio Harcourt puisque nous sommes la haute couture de la photographie. Et donc il faut compter 2 heures pour un joli shooting. Si vous êtes intéressé, contactez directement l'Hôtel des Ventes pour réserver votre séance. Le studio parisien est présent en principauté jusqu'à lundi. Le 7e Vroom Summit s'est tenu jeudi à l'hôtel Fairmont. Cet événement s'intéresse à celles et ceux qui accélèrent l'adoption de matériaux durables et recyclables dans notre quotidien et en particulier cette année à la lutte contre les déchets plastiques et met en relation des startups avec des investisseurs et dirigeants d'entreprises innovantes. Alban Gingembre a pu discuter avec 2 PDG. Écoutez. We make a biodegradable material from seaweed to create a film for laundry capsules. We're making something that's plastic-free and petroleum-free. We turn organic fishing waste, specifically the shells of crab, shrimp and lobster, we turn that into a biodegradable nanomaterial that's used as an additive in packaging space. Pour réduire les déchets plastiques justement, le gouvernement princier a lancé en 2022 le système de consigne Ma Consigne, utilisé dans la restauration pour la vente à emporter. Le dispositif actuel tel qu'il fonctionne depuis sa création prendra fin au 31 décembre. Cette étape doit permettre de poursuivre la réflexion sur une version plus efficace du concept. Un peu de musique avant de clore ce 19h. Vous le savez, les amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo se réunissent régulièrement pour des temps d'échange. Et bien pour la 10e et dernière conférence de l'année, organisée jeudi, l'association recevait les grands témoins des 50 dernières années pour partager anecdotes et souvenirs. Retour en images avec Alban Gingembre, Hugo Comasa et Bastien Pigeon. Monaco rayonne dans le monde entier grâce à la musique. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est l'un des plus grands orchestres européens. Tout commence en 1856 avec cette première formation d'orchestre. Le groupe passe de 20 musiciens à l'époque à plus de 100 aujourd'hui. Il y a une espèce de pérennité dans la qualité. L'orchestre était un bon orchestre, un grand orchestre, il le demeure. Et concert après concert, dimanche après dimanche, ce sont vraiment des plaisirs extrêmes que nous ressentons à entendre les grandes symphonies sous la direction de grands chefs, sous la direction avec les solistes les plus prestigieux. Parce que Monaco a les moyens d'inviter les plus grands chanteurs, les plus grands pianistes, les plus grands violonistes du monde. En témoigne Philippe Favergeau, ancien violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pendant plus de 40 ans. Le fait de pouvoir avoir rencontré tous les plus grands musiciens du siècle, du XXe, et d'avoir été dirigé par les plus grands chefs aussi, ça marque beaucoup. Et aussi, une chose très importante, c'est les grandes œuvres que j'ai pu jouer avec l'orchestre qui m'ont beaucoup apporté. Ça va des symphonies de Mahler, les symphonies de Bruckner, Wagner, Mozart, Beethoven, toutes les symphonies, pratiquement toute l'œuvre de Beethoven. Je crois que j'avais noté tout ce que j'avais joué au point de vue symphonie. En 43 ans, j'ai noté 750 symphonies. J'ai été heureux ici. Un partage de témoignages qui vient clôturer cette année 2025. Rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau cycle de conférences avec les amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Cette édition est maintenant terminée et nous la refermons comme nous l'avons ouverte sur les images enchanteresses du village de Noël, inauguré hier par la famille princière. À suivre les prévisions météo d'Émilie Flamin. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour le dernier journal de la semaine. Belle soirée à tous sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Demain, le ciel sera couvert à Monaco avec des nuages attendus toute la journée. Côté température, il fera encore doux. Comptez 10 degrés le matin et jusqu'à 13 l'après-midi. Et en ce dimanche 7 décembre, nous fêterons les Ambroises. Cette fin de week-end est placée sous le signe de la gourmandise avec la journée de la barbe à papa. Une bonne excuse pour se rendre au marché de Noël et profiter de cette douceur sucrée. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.